ETVciens, ETVciennes, bonjour. Merci d'arrêter de regarder les autres chaînes de télévision locales. Vous êtes bien sûr sur ETV si vous nous regardez, vous êtes sur EFM Radio. Si vous nous écoutez, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux à l'adresse etv.gp et vous pouvez télécharger également notre application mobile à l'adresse apps.etv.gp. Voilà pour les petits rappels. Alors cette semaine, comme chaque semaine, nous recevons notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue ici, encore une fois. Merci, à chaque semaine, vous êtes présent ici dans les locaux d'ETV à Jarry. Et quoi de neuf au France Antilles ? France Antilles, quoi de neuf ? Eh bien, France Antilles poursuit sa vie 52 ans après sa création. Nous publions chaque jour, sauf le dimanche, un quotidien et tous les samedis le MAG, un hebdomadaire. Et puis nous on va en parler tout à l'heure. Plein d'autres choses. On va en parler en fin d'émission. Vous allez nous donner les détails. Alors, comme vous le savez, dans cette émission Face à la presse, nous avons reçu jusqu'à présent des avocats, des magistrats, des chefs d'entreprise, des politiques, des docteurs, des enseignants, des sportifs. Eh bien, cette semaine, nous recevons un ancien professeur de lettres et histoire. Professeur, vous êtes professeur toujours. Et vous êtes cofondateur de l'association Racine, Monsieur Guy Tyrolien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios d'ETV. Oui. C'est la première fois que je crois que vous venez. Oui, c'est la première fois. Et donc, vous portez le même prénom que votre père, puisque vous êtes le fils de Guy Tyrolien. Oui, difficile charge. Oui, effectivement, j'ai le même prénom. Et nous aurons certainement l'occasion de parler effectivement de Guy Tyrolien, puisque c'est son centenaire aussi. Voilà, on aura le temps de revenir dessus. Alors, vous êtes cofondateur de l'association Racine. Alors, parlez-nous de ce magazine qu'on va montrer là tout de suite à l'écran. Très bien. Alors, en fait, Racine, c'est une association qui a été fondée il y a quelques années déjà, plus d'une décennie. Ça fait un certain temps, pour répondre à un certain nombre de choses qui posaient problème. Il faut savoir que sur une de vos télés concurrentes, il y avait un animateur qui avait beaucoup de succès au niveau Guadeloupe, mais qui disait un certain nombre d'atrocités, qui a été poursuivi d'ailleurs plusieurs fois, je crois, pour propos racistes. Et donc c'était à l'époque où on disait les nègres n'ont jamais rien fait, c'est la dernière race après le crapaud, etc. Et donc il y avait toute une propagande anti-nègre, anti-africaine. Et on se disait mais personne ne dit rien, personne n'intervient. Est-ce que c'est normal peut-être d'appeler à la haine raciale anti-haïtienne par exemple? Donc on s'est positionné, on a dit non, on peut pas rester sans ne rien faire. Et comme moi, il se trouve que j'ai grandi beaucoup en Afrique aussi, je me suis dit il y a une zone d'ignorance qui règne. Et il faut combler cela, il faut apporter de la connaissance. Donc c'est pas que je sois un érudit, mais enfin avec le petit peu que j'ai, je me suis dit bon on va construire un média, un journal, et on va pouvoir informer les gens sur ce que c'est que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, les grandes civilisations qui se sont succédées en Afrique, les personnages importants de l'histoire africaine, et pas seulement africaine, mais du monde noir en général. Donc des gens comme Martin Luther King, Malcolm X, et Marcus Garvey, d'autres encore. Donc parler d'eux, parler de ce qu'ils ont apporté à la civilisation universelle. Donc que ce soit en termes de musique ou en termes de philosophie, etc. Et donc on a monté ce journal Racine. C'était pour vraiment apporter autre chose comme discours, une autre information qui puisse réconcilier, je dirais, l'afro-descendant antillais avec son continent d'origine africain, le continent africain, puisque très souvent il y a une forme de mépris, une forme d'ignorance et qui va au refus carrément des fois de cette origine. Donc on s'est dit qu'il fallait apporter des informations correctes qui puissent redonner un peu de dignité, redonner un peu de sagesse et ramener l'homme noir des Antilles vers une meilleure compréhension de ce qu'il est lui-même et de ce qu'ont été ses ancêtres aussi. Qui écrit dans Racine ?
Alors, on a plusieurs auteurs. Là, j'ai amené que des numéros faits par moi-même. Parce que des fois, je fais ce qu'on appelle des numéros spéciaux. Mais on a fait donc on est à notre 40e, je crois, numéro. C'est un trimestriel. Et donc, moi, j'en ai fait 12 sur les 40. Donc, mais il y a plusieurs écrivains. Des fois, il y a des gens qui nous envoient des articles aussi. Donc, ça peut être de grands écrivains connus, comme ça peut être aussi quelqu'un d'assez lambda, mais qui a quelque chose à dire. On fait des interviews aussi d'artistes. On fait, on va voir des gens qui ont quelque chose à raconter. Et des fois, ils font une intervention. Voilà. D'accord. C'est d'où le nom Racine aussi. Pourquoi vous avez choisi ce nom Racine? Alors, pour beaucoup de choses. D'abord, on s'est dit qu'il fallait retourner aux racines, aux sources, parce que le mal vient de là. C'est-à-dire l'ignorance, elle va jusque là. C'est-à-dire que les gens font commencer l'histoire généralement à partir du bateau négrier. Souvent, quand on parle d'histoire ici en Guadeloupe, c'est oui, nous étions esclaves, comme si il y a un peuple qui s'appelle esclave. Non, donc avant d'être réduit en esclavage, les gens existaient déjà. Donc, on s'est dit, il faut remonter aux racines, il faut remonter aux sources. Et donc, avant le bateau négrier, où étions-nous, que faisions-nous? Donc de là, on a cherché un peu à savoir que faisaient les Africains avant. Est-ce qu'ils étaient, comme le disait Nicolas Sarkozy, en train de glander sous des cocotiers en attendant que l'histoire se fasse? Ou bien est-ce qu'il y avait une civilisation africaine, des développements, des choses qui ont été apportées, etc. Donc on a essayé de remonter. Rappelez à nos téléspectateurs un peu cette période, puisque effectivement on connaît à partir du moment où les bateaux négriers arrivent ici, mais on connaît un peu moins la partie avant. Voilà. Avant Gorée. Donc voilà, avant Gorée, avant Ouida et avant tout cela. C'est ça qui est intéressant. En fait, nous partons, comme le titre l'indique, je finis juste de resituer le truc. Racine, c'est carrément, on part aux origines, le berceau de l'humanité. Parce que l'Afrique est considérée aujourd'hui par les scientifiques mondiaux comme étant le berceau de l'humanité. On a trouvé, par exemple, Lucie, c'est le fossile le plus célèbre, en 1974, il y a près de 3 millions d'années, un Australopithèque afarensis qui s'appelle donc Lucie. Les Éthiopiens appellent cet Australopithèque Diknesh, ça veut dire plus belle que les étoiles. Mais celui qui a découvert ce fossile, il écoutait une chanson des Beatles, qui s'appelait Lucie, et donc il a nommé le fossile en question Lucie. Mais il n'y a pas que Lucie en fait. On trouve beaucoup d'autres ossements très anciens, et même des fois plus anciens que Lucie. Il y a un ossement moins célèbre qui s'appelle Selam, par exemple, qu'on a retrouvé en Éthiopie aussi, de la même espèce. Tout part toujours de la même région. Toujours, généralement, Éthiopie. Afrique de l'Est. Voilà, c'est là où on trouve les plus anciens ossements. La vallée du Rif. Et voilà, exactement. Et surtout, au niveau de ce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne, il y a un homme qu'on appelle Idaltou. Et lui, il est à peu près de 200 000 ans. Et donc, c'est le premier homme moderne, c'est-à-dire l'humanité actuelle. Son premier représentant a été identifié en Éthiopie comme étant Homo Idaltou. Donc, le berceau de l'humanité, c'est bien l'Afrique. Et donc, ça, c'est déjà un premier point. Quand on parle de racines, on revient jusque-là. On se dit, bon, ok. L'origine de l'humanité. Voilà. Quelle que soit la couleur de peau que vous puissiez avoir, quel que soit l'endroit où vous habitez sur la planète Terre, les origines les plus anciennes, si vous voulez remonter jusqu'au bout, elles vont vous amener en Afrique. Et des chercheurs français, par exemple, un dénommé Lussot, qui est un généticien, a fait la recherche au niveau de la génétique et il est retombé exactement sur la même thèse. Donc, que ce soit la génétique, que ce soit l'archéologie, tout ce que vous voulez, tout se regroupe ça au même converge. endroit. Voilà, ça converge vers l'Afrique comme étant berceau de l'humanité. Mais non seulement berceau de l'humanité, mais aussi mère de la civilisation. Parce que c'est en Afrique aussi que les hommes ont développé les premières grandes civilisations. Et donc, vous parlez de l'Égypte, par exemple. Même avant l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est je dirais, un glissement de l'Éthiopie. Ça commence dans les hauts plateaux éthiopiens. Et puis ensuite, l'humanité va suivre le cours du Nil, va descendre le long du Nil et va apporter la civilisation en Nubie d'abord, et puis de la Nubie en Égypte. Et de l'Égypte, ça va passer en Crète, en Grèce, et dans d'autres voies, ça va arriver en Asie, en Inde, etc. Donc, le départ, on va dire le berceau, c'est toujours l'Éthiopie qui reste la référence première. Et on a trouvé, par exemple, du côté de la Nubie, par exemple, ce qu'on appelle le Soudan.
on a trouvé des pyramides qui sont plus anciennes que les pyramides d'Égypte. Voilà. Donc les pyramides d'Égypte, elles sont plus grandes, plus grandioses. Mais on va dire leurs maquettes, elles sont au sud. Donc au sud de l'Égypte. Donc c'est-à-dire vers l'Éthiopie. Donc c'est cette région-là qui est considérée comme aussi la mère de la civilisation, avec les premières découvertes en mathématiques, en philosophie, en théologie. Par exemple, les textes les plus anciens écrits par l'homme, qu'on appelle les textes des pyramides, eh bien, l'écriture que les Égyptiens disent avoir donc découvert vers 3400 avant Jésus-Christ, bien le dieu de l'écriture, c'est un dieu éthiopien qui s'appelle Djéouti, qu'on a appelé Thoth et que les Grecs ont appelé Hermès. Et ce dieu, en fait, il est représenté par deux animaux emblématiques, le singe Hamadryas qui n'existe qu'en Éthiopie, et puis un autre animal qui s'appelle l'Ibis ethiopicus, qui est aussi un animal endémique à l'Éthiopie. Non, c'est un oiseau. C'est un oiseau. L'Ibis, c'est un oiseau. Et puis le singe Hamadryas, c'est un singe. Et donc ce singe-là et cet oiseau sont utilisés pour représenter donc le dieu Thoth, ou de son nom Djéouti, qui va donc apporter l'écriture en Égypte. Donc, du point de vue de la tradition égyptienne même, ils reconnaissent que les dieux qui les ont civilisés, tels qu'Osiris aussi, qu'on appelle dans le livre des morts Khem-O, qui veut dire le grand noir, ce dieu-là descend donc de l'Éthiopie et apporte l'agriculture, la connaissance de certaines technologies, etc. Donc, c'est cet apport éthiopien à l'Égypte fait que les racines, on va dire, les racines de la civilisation égyptienne sont éthiopiennes. Et puis, donc, les premières dynasties, et ça continue. Donc, il y a beaucoup de traces, que ce soit dans l'écriture, dans l'architecture. Donc, voilà, c'est cet apport africain au trésor mondial, comme on dit. Donc, vous partez de là, du début de l'humanité. Voilà, on part depuis là parce qu'en fait, dans l'histoire de l'Afrique, telle qu'elle est pour l'instant pratiquée, elle est pratiquée de manière sectorielle. C'est-à-dire que souvent, les gens disent, bon, on va étudier le Gabon, on va étudier le Mali, voilà. Et puis, ils étudient un pays. Sauf qu'il n'existait pas à l'époque. Voilà, sauf que ces pays-là, c'était il n'y avait pas les frontières. C'est un continent. Voilà, c'est des créations modernes. Très modernes. Tout à fait. Donc, en réalité, nous, ce qu'on propose, c'est plus une histoire globale et aussi qu'on puisse lire dans une continuité. Donc, on parle de l'Éthiopie, on arrive à la Nubie, de la Nubie à l'Égypte, de l'Égypte au Ghana, de Ghana au Mali, etc. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité de la civilisation africaine qui va donc se décanter, se multiplier jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, quel est le lien avec nous, en fait? Parce qu'il y a des gens qui posent cette question-là, en quoi ça nous concerne? Ben, c'est-à-dire qu'une bonne partie du peuple d'Afrique de l'Ouest a été déporté ici. Donc, ces peuples-là qu'on appelle, par exemple, les Wolofs, ou d'autres encore, les Mandingues, etc., ces peuples-là, ce sont des gens qui réclament une origine égypto-nubienne dans leur tradition. La plupart des peuples africains reconnaissent dans leur tradition orale et même parfois écrite qu'ils viennent de la vallée du Nil. Et donc, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était un délire, peut-être le souci de se valoriser, etc. Et finalement, maintenant, avec les avancées en linguistique, en recherche génétique, génétique, tout cela, maintenant tout colle, tout s'agence. Donc, effectivement, des peuples comme les Peuls, les Bambara, etc., on trouve les Dogons. On trouve effectivement leurs origines jusqu'en Égypte ancienne. Et donc, de là, aussi dans la langue. Et donc, quand on arrive ici, tout n'a pas été perdu non plus. Donc, on peut maintenant tracer un lien entre, qui a été amené ici, qu'est-ce qu'on a encore comme trace, par exemple, dans le créole, dans les mots qu'on utilise. Alors, comment vous faites pour remonter aussi loin dans le temps? C'est un travail d'historien. Donc, il y a beaucoup de gens qui planchent là-dessus. Il y a des grands noms. Bon, alors, un des premiers, je dirais, grands chercheurs de l'ère moderne qui a, on va dire, divulgué cela, c'est Cheikh Anta Diop, un Sénégalais. Bon, mais avant lui, il y avait déjà beaucoup de pistes. Parce qu'il y a des gens moins connus, comme Anténor Firmin, qui est un Haïtien, et qui avait déjà pratiquement dit tout ce que Cheikh Anta Diop a dit, dans un livre qui s'intitule « De l'égalité des races ». Alors, c'est un livre qui répondait à un autre livre de Gobineau, qui s'appelait « De l'inégalité des races ». Gobineau était un raciste qui, lui, développait une thèse comme quoi il y avait des races supérieures, des races inférieures. Et Anténor Firmin était un humaniste
qui disait non, toutes les races sont égales, ça dépend de votre environnement, par exemple, je sais pas, moi, je vous mets dans un endroit où il n'y a pas de livre, il n'y a rien, aucune éducation, et ben vous allez devenir complètement arriéré. Et tandis que si je vous mets dans un endroit où il y a que des lettrés et tout, ben vous allez exploser. Donc lui il disait c'est pas lié à un cerveau qui serait d'origine de nature inférieure, mais tout simplement la transmission du savoir. Dans des conditions, si vous êtes dans des mauvaises conditions de développement, ben vous aurez un développement moindre que si vous êtes dans de bonnes conditions. Donc il a fait et pour expliquer justement son concept d'égalité des races, il disait mais les Égyptiens, que tout le monde reconnaît que c'était valable puisqu'ils ont fait les pyramides, ils ont fait tout ça, il dit mais c'était des Africains. Et ils étaient noirs. Donc c'est pas Cheikh Anta Diop qui a en fait inventé Victor Schellcher avait dit la même chose aussi. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui avaient dit cela, soit avant Cheikh Anta Diop, soit pendant, soit après. Mais Cheikh Anta Diop est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel parce que il a défendu cette thèse-là dans une forme vraiment universitaire. Il l'a présentée devant un jury. Il en a fait un bouquin. Ça s'est répandu. C'est un scientifique. Il a cherché à prouver sa thèse en faisant des analyses justement au carbone 14 de certaines momies, etc. Donc il est allé très très loin dans ses recherches et il a fait aussi comment dire, on va dire, il a touché à plusieurs domaines tels que la linguistique, telle que l'histoire, telle que l'anthropologie, enfin tout, pour pouvoir donner donc les preuves de sa thèse. Et donc cette thèse-là, elle a continué à se développer à travers ses disciples, Théophile Obenga, Babacar Sall, Mobabingue Bilolo. Donc tous ces gens-là vont amener leurs recherches, ce sont des docteurs, hein, le plus souvent, docteurs en histoire, docteurs en grammaire, etc. Et dans chacun de leurs domaines de recherche, ils vont apporter une pierre, un élément. Voilà. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte toutes ces recherches-là et on les divulgue sous forme, je dirais, accessible à tout un chacun, parce que c'est des gros bouquins comme ça, le plus souvent. C'est pas tout le monde qui va aller se payer la lecture d'un bouquin de cette grosseur-là. Mais nous, ce qu'on fait, on synthétise l'essentiel de la pensée de la personne, et puis on propose ça dans Racine en disant ben voilà, est-ce que vous connaissez un tel? Ben voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous connaissez un tel? Donc c'est comme ça qu'on appelle. C'est intéressant ce que vous nous dites. André Jean, vous vouliez rebondir là-dessus? Rebondir si vous voulez. Est-ce que les Africains sont comme les Antillais aussi peu soucieux de cette histoire? Bonne question. Alors, parce qu'après on va dire bon, il y a les lettrés et puis il y a la foule, la masse. C'est vrai. Alors c'est une question compliquée. Alors bon, ce que je dirais déjà, c'est que il y a des pays en Afrique, je parle de l'Afrique d'aujourd'hui, tout à fait, qui sont plus en avance que d'autres. Par exemple, le Sénégal, du fait qu'il y a eu Cheikh Anta Diop, il y a beaucoup de chercheurs sénégalais, de gens qui sont passionnés, même le Sénégalais moyen, on va dire, ils s'intéressent à ça. Il y a le Cameroun, où on trouve aussi pas mal de gens. Alors, je dirais pas que toute l'Afrique converge dans le même sens. Après, il y a un peuple comme l'Éthiopie, où je suis allé 6 fois là-bas, en Éthiopie. C'est un pays, je suis passionné de l'Éthiopie. Et eux, ils ont déjà une vaste histoire. Avec, alors, contrairement à ce qu'on dit, l'Afrique est le continent de l'oralité, les Éthiopiens, tout est écrit. C'est écrit. Donc, ils ont des écrits qui datent de plusieurs centaines, voire milliers d'années, des fois. Donc, ces écrits-là, donc, donnent une trace et puis disent, bon, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Donc, tout cela, c'est très intéressant parce que eux, ils s'intéressent à leur histoire. Les Éthiopiens, tout est, moi, j'ai visité, par exemple, le musée d'archéologie d'Éthiopie. Ça remonte 13 millions d'années. Donc c'est le seul musée que j'ai vu comme ça au monde. 13 millions d'années, Lucie c'est 3 millions d'années. Hein. Eux, ils remontent à 13 millions. Et puis on arrive à Lucie. Lucie, là, celle qu'on dit Lucie, elle est en Éthiopie. Son vrai truc. Ensuite, il y a des répliques qui voyagent un peu partout. Mais l'authentique, elle est dans le musée d'archéologie d'Addis Abeba. Donc ils ont vraiment des traces avec des documents, avec des chercheurs. C'est un chercheur éthiopien qui s'appelle Alem Seged qui a trouvé par exemple Selam. Donc il y a des chercheurs, il y a des écrits, donc il y a tout cela. Alors effectivement, il y a des pays qui, le peuple des fois il pense à d'autres choses parce qu'il faut d'abord manger avant de faire de l'histoire. Il faut d'abord avoir le ventre l'économie d'abord. Donc il y a des fois des enjeux qui font que
c'est pas forcément la priorité. Mais pour ceux qui est des intellectuels, en tout cas, il y a vraiment je dirais pas une mode, mais en tout cas, il y a quand même un engouement, voilà, oui, général, je dirais, parce que Cheikh Anta a vraiment créé comme on dit, une révolution copernicienne en matière d'égyptologie et d'histoire, et donc ça a créé un véritable engouement au niveau intellectuel. Et tout le monde peut apporter sa pierre. Parce que le monde a changé à partir de ce moment-là. Je veux dire, parce que mentalités. Il y avait un enjeu. Il y a une prise de conscience. Voilà. Ah, oui. Et puis, il y avait comme une forme de bravade aussi, parce que c'était par la période de la colonisation. Et donc, Cheikh Anta Diop qui arrive, qui est un jeune étudiant brillant, et qui dit, bon, moi, je vais démontrer que l'Afrique était grande. Alors tout le monde dit bon, avec quoi, comment il va faire pour démontrer ça, qu'est-ce qu'il va utiliser? Et là, il se lance et puis paf, il dit voilà, les Égyptiens, c'était des Noirs africains. Alors ça a choqué beaucoup de gens à l'époque parce qu'il a commencé en 1954. Donc quand il sort ça, les gens se disent bon, soit c'est un farfelu, mais il est quand même docteur. Et alors comment il fait pour développer ce truc-là? Il veut présenter sa thèse. Sa thèse, il la propose pendant 8 heures, par exemple, ensuite, mais je parle déjà au début, en 54, quand il veut proposer sa thèse, le jury même se met absent. C'est-à-dire que le jury estime que il vaut mieux ne pas être là parce que s'il est là, il faudra valider la thèse. Et donc, il va enseigner ça dans les universités en France. Donc, de là, le jury se porte absent. Donc, finalement, il peut pas déposer sa thèse. Il fait une thèse de physique-chimie. Il devient docteur en physique-chimie. Et sa thèse, en fait, il en fait un bouquin qui s'appelle Nation Nègre et Culture, qui devient un best-seller. Et donc, de là, quelques années après, il va au colloque du Caire en 1974, donc 20 ans plus tard, et là, il propose sa thèse en égyptologie devant les meilleurs égyptologues du monde entier, dont certains de ses professeurs, le professeur Leclan, par exemple, qui est un Français, le professeur Vercouter. Et là, il développe pendant 8 heures, avec son disciple Théophile Omanga, la thèse de l'Égypte ancienne, nègre pharaonique. Et là, personne ne peut contredire sa thèse. Donc, il sort vainqueur du colloque du Caire, et là, c'est la révolution, je dirais, parce que c'est la première fois qu'un Noir africain a l'occasion, en fait, de démontrer que sur un thème précis, eh ben, il est meilleur, je dirais, que le gratin même de l'Occident. Donc de là, ça crée effectivement un engouement, même aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs américains qui revendiquent la généalogie donc Cheikh Anta Diopienne, dont un chercheur qui s'appelle Martin Bernal, qui a écrit les racines afro-asiatiques de la civilisation classique. Ça s'appelle Black Athena, en 2 volumes. Un éminent chercheur blanc américain, et qui dit dans sa préface, on a longtemps erré, on a traité les Africains du luberlu, etc. Mais lui, il est honnête, il est allé au fond de sa recherche et il valide la thèse de Cheikh Anta Diop, et il reconnaît que l'apport égypto-nubien nègre est fondamental dans l'histoire de la Grèce, dans l'histoire de la Rome antique, etc. Et que beaucoup de choses qui sont attribuées aux Grecs sont en fait d'origine d'Afrique, en terre d'Afrique. Voilà. Donc ça a révolutionné, je pense, la pensée. Alors là, vous avez parlé de la grandeur au moment où l'Afrique était grande. Voilà. À partir de quel moment il y a eu un déclin? C'est très très belle question. Alors c'est souvent la question, les gens se disent mais alors comme si on était grand comme ça, comment ça se fait qu'on soit descendu aussi bas? Alors bon, on n'est pas les seuls, parce que la Grèce, les Grecs, la Grèce d'aujourd'hui n'est pas splendide. Le Portugal d'aujourd'hui n'est pas extraordinaire. Voilà, l'Empire romain. On peut parler presque de l'Europe aujourd'hui. On n'est pas la seule civilisation qui était brillante et qui aujourd'hui n'a pas trop belle figure. Inversement, les civilisations occidentales dans l'époque dans lequel on parle au moment de l'Égypte pharaonique, l'Occident n'existait pas. On te dit il était minuit sur l'horloge, il était minuit en Occident. C'est-à-dire c'était les ténèbres qui régnaient. Et donc aujourd'hui c'est l'Occident quand même qui est en champion, on va dire, dans pas mal de domaines. Alors donc, à quelle époque a commencé cette époque-là, déclin? On peut quand même chiffrer, c'est la fin des grands empires. C'est-à-dire à un moment donné, on arrive par exemple à l'empire malien, Soundiata Keïta et tout, donc c'est encore la gloire, l'Afrique glorieuse, précoloniale. Et puis ensuite il y a les premiers contacts avec donc les Portugais qui vont entrer dès le début du XVe siècle. Voilà. Et là, il y aura un rapport de force qui va s'installer, qui va tourner à l'avantage donc de l'Occident. Il y a la MAFE, il y a des choses qui expliquent cela. Et donc la technologie, en fait, la technologie. Et puis peut-être une volonté de conquête
qui était différente parce que les Africains, alors il y a beaucoup d'explications. Il y a des gens qui disent que bon, quand vous avez tout chez vous, vous n'avez pas trop envie d'aller à l'extérieur. Si vous avez déjà, vous n'avez pas l'hiver, vous avez 10 mois sur 10 ou bien 12 mois sur 12, vous avez de quoi manger. Donc pourquoi vous allez mettre en réserve ou bien aller chercher ailleurs? Si vous avez, je sais pas, toutes les matières premières dont vous avez besoin à disposition, ça vous donne pas forcément l'envie d'aller conquérir d'autres territoires. Inversement, si vous n'avez pas de matières premières fondamentales, ça vous, il fait froid. C'est exactement tout naturellement, ça vous pousse à aller chercher ailleurs ce que vous n'avez pas à domicile. Donc, ce sont des explications que les historiens proposent pour expliquer pourquoi l'Europe a eu ce désir de s'extérioriser et d'aller à la conquête d'autres terres, alors que sont repartis à la conquête de... Voilà. Donc, c'est une explication. Il y en a peut-être d'autres, mais donc ça, c'en est une. Et puis, ensuite, donc, il y a le rapport de force qui s'est imposé. Alors, souvent, on va y arriver tout à l'heure quand on parlera peut-être du Memorial Act, mais souvent, dans le discours sur cette période-là, on évacue du discours les résistances africaines. Et donc, on a l'impression que ça s'est fait naturellement, avec je dirais même la volonté des Africains de pratiquer un commerce de leur propre sujet ou de leurs enfants, etc. Et donc on parle plus en termes de commerce, trafic triangulaire, c'est les expressions. Donc il y a eu des résistances. Ben, bien sûr. Alors parlez les résistances, elles sont évidentes déjà par le fait que lorsque on regarde l'Afrique par exemple d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui on va dire, toutes les côtes, de même qu'ici, vous allez voir des forts avec des canons. C'est-à-dire que c'est une occupation qui s'est faite avec, bien sûr, des destructions de population. Donc, il y a les récits de la tradition orale, voire des fois écrite, puisqu'il y a aussi des gens qui ont écrit, que ce soit des Portugais ou des musulmans, puisque l'écriture, il faut savoir que les musulmans sont depuis au 7e siècle, ils sont aussi en Afrique. Et donc, il y avait des grandes écoles, même des universités en Afrique. Par exemple, à Tombouctou, à Djenné. Donc, il y avait des lettrés. Et Galilée, par exemple, il a été élève à Tombouctou, etc. Donc, il y a des gens qui ont écrit et qui disaient comment ça se passait. Et en fait, il y a eu des guerres. Et il y a eu des armées africaines qui ont essayé de résister. Le problème était que l'Afrique n'était pas fédérée. Il y avait pas encore les États-Unis d'Afrique jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc il y a une tendance, il y a l'Union africaine qui essaie de se mettre en place, mais à l'époque il y avait pas ça. Donc c'était des royaumes. Et donc si vous attaquez un royaume, c'est pas forcément que l'autre va tout de suite vous apporter son soutien. Voilà, donc il y a eu des conquêtes comme ça progressives en partant des côtes et puis finalement vers l'intérieur. Il y a plusieurs aussi explications là-dessus, des tentatives d'explication. C'est pas forcément la vérité vraie, mais on dit aussi que si vous habitez près des côtes, c'est que vous n'étiez pas assez fort pour être à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une explication que les gens proposent. On vous dit que les gens qui habitent près des côtes, ce sont les gens que les gens de l'intérieur ont poussé. Donc, ceux qui ont été attaqués les premiers, c'est ceux des côtes. Donc, c'était pas forcément les peuples les plus indiqués pour résister. C'est pourquoi... Un peu comme Paris, on pourrait dire, Paris, c'est une ville forte et autour, on a... Voilà, les banlieues qui sont moins protégées, etc. Donc là, le Centrafrique était beaucoup plus puissant que donc les côtes africaines. Donc ça, c'est une explication pour dire bon comment ça se fait que cette colonisation a pu se réaliser assez rapidement et avec autant de dégâts. Donc alors les dégâts humains, il y en a très peu qui en parlent, mais il y a une référence qui est importante, c'est l'épouse de Cheikh Anta Diop qui est une spécialiste en matière de génocide. Et donc elle a donc ça s'apprend à l'université. Et donc elle peut, grâce à différentes techniques, reconstituer un peu une population à telle époque, etc. Et donc les chiffres que elle propose n'ont absolument rien à voir avec les chiffres qu'on trouve généralement dans les livres d'histoire ou des choses comme ça. Selon elle, il y avait près de 600, voire même 800 millions d'Africains au XVe siècle. Et au XIXe siècle, il restait plus que 200 millions. C'est-à-dire il y aurait eu 600 millions de disparus. On sait que, par exemple, dans la Caraïbe, en 100 ans, il y a eu 80 millions de disparus parmi les Amérindiens. D'accord? En 100 ans. Donc, il n'est pas étonnant qu'en 400 ans, il aurait pu avoir peut-être 500 à 600 millions de disparus parmi les Africains. Alors, une telle saignée explique alors, il faut savoir que justement, à partir du moment où vous parlez là de génocide ou de déplacement Génocide d'abord. D'accord, génocide. En fait, c'est la même chose. C'est simplement un jeu sur les mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots... expliquez-nous justement, qu'on soit bien précis. C'est-à-dire qu'il y a des mots... Ça s'est passé quand?
Alors, on va y aller doucement. il y a des mots qui sont, on va dire, qui ont l'imprimature, comme disent les catholiques. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est déjà employé pour d'autres. Donc, le mot génocide, le mot déportation, c'est réservé à l'expérience juive. Et donc, c'est très compliqué. Si vous voulez faire entrer le terme génocide dans la loi française, on va vous dire non. Regardez, dernièrement, il y a un qui a dit, pendant les élections, là, il a dit, la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie. Tout de suite, on dit, oh, tu calmes, frère. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc, il y a des mots qu'il faut pas utiliser. Si on analyse ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose. Mais simplement, le mot, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, on utilise quel mot, alors? On va dire, par exemple, que les Noirs ont été transportés, ou bien on va parler de traite, la traite négrière. Avant le génocide, dont on n'a pas le droit de dire que c'est un génocide, mais qui est on va dire qu'il y a eu des dégâts, des pertes, ou bien des dégâts collatéraux. Excusez-moi. Mais c'est toutes sortes d'expressions, sauf génocide. Sauf le mot génocide. Voilà, sauf le mot génocide. Tout récemment, par exemple, l'ex-ministre Madame Langevin répondait à Joël Ursule en lui disant non, génocide, l'esclavage, les gens n'étaient pas destinés à mourir, c'était destiné à travailler gratuitement. Mais c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire que elle fait une nuance entre travailler gratuitement jusqu'à la mort et être mis dans des champs, dans des camps pour être tué. Donc, alors de là, elle te dit non, finalement, le génocide, c'est valable pour les Juifs, mais pour les Noirs, c'est pas un génocide. C'est juste, une forme de servitude, voilà. Donc c'est de la politique, c'est des mots c'est l'autorité politiquement correct qui ne peut pas être utilisé. Moi, je vais être politiquement incorrect. Donc ce génocide africain, là, parlez-nous-en. Justement, ça a commencé quand? Ça a commencé par les Portugais. D'accord. Les Portugais arrivent au XVe siècle. C'est ça. Vers donc 1441, 1444. Et puis ils débarquent donc en Afrique, sur les côtes donc africaines de Guinée. Voilà. Et là, ils commencent le génocide. C'est-à-dire que pour faire des razzias, c'est des razzias. Pour pouvoir faire une razzia, pour prendre un gars, il faut en tuer de 6 à 10. Parce que c'est ce qu'on raconte pas en fait. On dit oui, ils ont fait des razzias, sauf que une razzia, c'est pas comme si tu vas dans un magasin et puis tu prends 10 bouteilles parce que les gens qui sont là, ils ont pas envie que tu partes avec leur enfant ou leur frère et soeur. Donc eux, ils se battent contre toi. Donc il y a des combats. Il y a des combats, bien sûr. Et les vaincus, les prisonniers. On les razie. En fait, c'est des prisonniers, voilà. On les razie, on les amène sur la côte. Voilà, exactement. Et ceux qu'on n'a pas razziés, c'est ceux qui sont morts ou qui ont eu le temps de se tailler. C'est ça. Mais pour un gars pris, les calculs sont de 6 à 10 morts. Donc ça veut dire que le nombre de gens qui ont été pris pour un capturé, il y a 6 morts. Je parle même pas de ce qui se passe ensuite dans le bateau, les pertes dans le trajet négrier, etc. Ça augmente le chiffre des pertes. Mais rien que sur le territoire africain, pour prendre un bonhomme, il faut en tuer au moins 6. Donc ça, c'est les Portugais qui donnent le récit de leur razzia. Donc il y a plusieurs auteurs, dont je cite les noms. Par exemple, un dénommé Eanes de Zurara, qui a écrit en 1444. Donc il raconte comment ils sont entrés dans les villages, comment ils ont razzié les villages. Il t'explique que les gens n'étaient même pas sur la défensive, que c'était une attaque et tout ça. Et cette technique des razzias, elle a duré et elle a même été, je dirais, promotionné par ce que les musulmans appellent une fatwa, mais par ce qu'on appelait en fait des bulles papales. Voilà, justement, on vous en parlait d'ailleurs dans celui-là, dans ce magazine. Donc, alors par exemple, vous avez un pape qui s'appelle Nicolas V, qui va écrire donc une bulle qui date de 1454. Quoi. Ah oui, non, mais c'est pas seulement qu'il autorise, c'est qu'il invite tout simplement. Il dit par exemple, voilà. Je vous donne la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre. Donc, il demande, en fait, aux armées de ces sujets qui sont le roi d'Espagne, le roi du Portugal, il leur dit, allez-y, et tout ce que vous allez prendre, voler, ça va appartenir à votre patrimoine. Donc, duché, alors, principauté, royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, ce sera pour vous. Et vous pourrez réduire leur personne en servitude perpétuelle. Alors là, c'était en 1454. 1454. Donc cette bulle de papale, c'est comme si c'est l'invitation officielle
à la chasse aux nègres. Et ça commence comme ça. Donc là, les Portugais... Donc sous la complicité de l'Église catholique. Ah, c'est une complicité qui est embarrassante pour l'Église catholique parce que le pape Jean-Paul II a fait ses excuses quand même, il faut le rappeler. Mais c'est pour vous dire que l'Église catholique est au courant de son implication dans cette histoire-là. Et ce n'est pas le seul pape aussi qui a demandé des choses, mais sa bulle est extraordinaire, donc elle est restée dans l'histoire. Elle est très précise en tout cas. Ah oui. Et elle permet d'expliquer que c'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard. Donc le pape Nicolas V. Voilà, il y a eu toute une administration. Il fallait préparer les bateaux, préparer les armes. Donc c'est une économie. C'est pas un crime. C'est pourquoi on parle de crime contre l'humanité et justement de génocide, parce qu'un génocide, dans la définition retenue par l'ONU et par la France aussi, un génocide c'est quelque chose qui a été programmé, pensé et fait de manière scientifique avec un certain nombre de une préméditation. Voilà, une préméditation et tout. Et c'est exactement ce qui s'est fait pour ce qui se concerne cette période-là. Cette bulle-là prouve que c'est un génocide. Oui. Avec des gens, des armateurs, il y a une économie qui va se mettre en place, il y a des guerriers, il y a des engagements, des gens qui vont dire bon ben moi je vais, ils sont payés, etc. Donc il y a tout c'est un système. C'est pas un truc, c'est pas des commerçants, c'est pas un bonhomme un individu. C'est des États, ce sont des grands organismes. On parlera tout à l'heure de Louis XIV, par exemple, pour le Code Noir et tout ça. C'est pas un petit bonhomme. C'est le roi de France, avec son ministre, Colbert, qui édicte un Code Noir. C'est-à-dire, on va pas dire, c'est juste quelques Nantais, quelques Bordelais. Non, c'est un État. C'est beaucoup plus puissant avec c'est plusieurs pays d'ailleurs. Voilà, et qui sont en communication avec des traités d'alliance et voilà, donc c'est vraiment une entreprise gigantesque. On dit même que c'est le début de la mondialisation. Alors, c'est une entreprise gigantesque et l'Afrique donc elle est agressée au XVe siècle. Alors il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Léon Gontran Damas qui a écrit un poème qui s'appelle ils sont venus ce soir. Et puis oui, vas-y. Alors, on va en parler dans un instant. On me dit juste que c'est l'heure de la publicité. Publicité. Merci.